La journée se poursuit en direct du forum Entreprendre dans la culture. Nous sommes sous la verrière du Palais des études de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau média de Culture Veille Aube Lebel, fondatrice de ClickMuse, et Pascal Kayser, cofondateur de French Tech Culture à Avignon. On va aborder un peu la question de l'accélération de projets numériques innovants, notamment dans le tourisme culturel. Aube, quel est le projet de ClickMuse ? L'un de nos projets, en fait, c'est une culture game, donc une plateforme mutualisée de casual game, mutualisée entre acteurs culturels et du tourisme. Parce que force est de constater que 60% des Français ne viennent pas dans les musées, mais 60% des gens jouent. Alors, faites-leur plaisir, laissez-les jouer, et peut-être qu'ils viendront chez vous, séduisez-les par le jeu. Donc votre constat, c'est trouver de nouveaux publics pour les acteurs culturels ? C'est trouver de nouveaux publics, s'adresser avec eux différents, mettre la culture au quotidien dans la vie des gens, dans la ville, pas simplement inside, ne plus faire que les sites culturels soient des îles perdues dans un territoire, mais qu'elles tissent du lien avec leur territoire. Et surtout se saisir des usages quotidiens des gens, des usages numériques, pour leur proposer à la fois une activité numérique, mais aussi sociale, in situ, dans la ville, tous les jours. Alors, vous avez lancé ce projet à destination de quel type d'acteurs ? Qui sont vos clients ? Donc moi je suis en modèle B2B, donc mes clients c'est aussi bien des institutions culturelles, hein, que ce soit des monuments, des médiathèques, des archives, des musées, mais aussi des territoires. Hein. Et avec un credo, c'est plus on est fort. Donc de mettre aussi en œuvre des synergies entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément pour favoriser en fait des flux de public de l'un à l'autre. Pour qu'ils s'échangent leur public, qu'ils arrivent à travailler ensemble. Puis mutualiser, ça veut dire mutualiser aussi la communication, mutualiser les coûts. Donc donner accès à des dispositifs numériques, à des structures qui n'en ont pas forcément les moyens internes, que ce soit les moyens humains ou les coûts. Vous avez été accompagné pour monter ce projet. Est-ce que entreprendre dans la culture, innover dans le secteur culturel, c'est difficile ? C'est difficile, mais pas là où on croirait. C'est-à-dire que je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est vous trouver des partenaires qui sont prêts à innover. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Paris Musée, donc les 14 musées de la ville de Paris, qui m'ont dit banco sur 3 lignes de PowerPoint, mais qui ont été séduits par le projet. Et j'ai envie de dire, trouvez vos interlocuteurs qui savent prendre des risques. Et après, il y a un effet boule de neige qui fait que d'autres acteurs s'agrègent. Et puis, j'ai bénéficié à chaque fois de petits poussets de prix qui m'accompagnent et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Donc, alors, vous avez justement été accompagné par un incubateur The Bridge qui est issu de French Tech Culture. Pascal Kayser, c'est ça ? Oui, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Alors, quel est l'objet de cet accélérateur ? C'est quoi un accélérateur pour les entrepreneurs culturels qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore ce type de dispositif ? Alors, un accélérateur, c'est une structure qui permet dans un laps de temps variable, ça peut aller de quelques semaines à 1 ou 2 années, ça dépend un petit peu du mode opératoire de l'accélérateur, pour faire une lapalissade, d'accélérer un projet. Et accélérer un projet, c'est le mettre sous tension. C'est-à-dire par toute une série de techniques de coaching, d'analyse du projet, d'interface avec des intervenants extérieurs, expérimentés, d'essayer de remettre en question certaines parties du projet qui doivent l'être, pas nécessairement toutes, mais en tout cas celles qui doivent l'être, de détecter celles qui doivent l'être et d'essayer d'apporter des solutions. Alors ce qui est assez particulier dans l'accélérateur The Bridge, c'est qu'on a un dispositif de partenariat avec une business school qui s'appelle Cage, qui est basée à Marseille et à Bordeaux, qui nous permet d'avoir des ressources humaines, des étudiants de 2e année qui accompagnent le projet, les porteurs de projet, sur certaines tâches qu'ils n'ont pas le temps nécessairement de faire eux-mêmes. Par exemple, constituer des bases de données, appeler certains prospects,
rentrer des business plans comptables, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Et donc, dans l'accélérateur The Bridge à Avignon, la durée de l'accélération est de 2 mois. Sur des sessions de 3 à 4 jours par semaine intensifs. Donc ça permet à des structures de garder leur activité, par exemple pour des porteurs de projets comme Aube qui sont basés à Paris et qui gardent une activité professionnelle à Paris, et de descendre à Avignon pendant 3 voire 4 jours en fin de semaine, avec la possibilité d'avoir un bureau sur place déporté, puisqu'on a un espace de coworking qui est intégré dans l'accélérateur, de manière à pouvoir continuer leur activité tout en ayant ces sessions intensives d'accélération. Comment on rejoint l'accélérateur The Bridge? Il y a une sélection, vous avez identifié des entrepreneurs suffisamment mûrs pour bénéficier de cette accélération sur 2 mois? Alors l'accélérateur The Bridge va arriver à sa 2e année d'activité. On est plutôt sur ce qu'on appelle techniquement des projets early stage. Donc c'est un peu le cas d'Aube quand elle est arrivée. Elle avait quelques idées sur le développement de ses activités, un premier engagement, comme elle le disait, de Paris Musée sur un de ses projets. Mais on n'est pas sur des projets qui ont levé plusieurs centaines de milliers d'euros. On est vraiment sur une phase où il y a une idée qui a été concrétisée, il y a un business model qui est déjà un peu avancé et on essaie d'aller plus loin. Voilà. Donc on est sur ce segment-là, je dirais, de projet. Nous faisons une série d'appels à projets, donc 3 par année. Et il y a une analyse qui est faite par les membres de l'accélérateur, donc c'est le Crédit Agricole Alpes-Provence, Orange, Microsoft, le conseil d'administration, et à partir de là, on sélectionne 6 ou 7 projets par processus d'accélération. Donc on est vraiment sur des groupes relativement réduits, de manière à pouvoir consacrer du temps et de l'énergie à chacun des porteurs de projets. L'accélérateur The Bridge fait partie d'un écosystème, écosystème French Tech Culture. Quelques mots sur ce projet? Oui, c'est un projet qui s'est fait un peu au départ en réaction à ce qu'on appelait les métropoles French Tech, donc c'est-à-dire les grandes villes qui ont obtenu des labels French Tech, en se disant mais sur certains territoires qui ont des forces, des valeurs ajoutées sur une thématique, ça pourrait être intéressant quand même de développer une dynamique French Tech. Et donc dans la vallée du Rhône, entre Avignon, Nîmes et Arles, il y a eu cette initiative, au départ portée par Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon, de déposer un dossier thématique French Tech Culture. Et nous avons été parmi les 4 premiers écosystèmes thématiques labellisés. Donc on n'étant pas une métropole French Tech, on n'a pas la taille critique de grosses agglomérations comme Lille, Marseille ou Montpellier. Ceci étant, le ministère a reconnu qu'il y avait une spécificité extrêmement intéressante sur la thématique culturelle autour des grands festivals de la vallée du Rhône, et c'est comme ça qu'on a obtenu ce label. Donc il y a une dynamique entre Arles, Nîmes et Avignon, avec des activités partagées, une mise en réseau des opérateurs qui se fait sur une base hebdomadaire et mensuelle. Aube, pourquoi se faire accompagner à Avignon si on est entrepreneur à Paris? Parce que ça nous permet de trouver des associés à Avignon, puisque c'est l'un des grands bénéfices de l'accélération. C'est comme les entreprises qui sont choisies par accélération sont extrêmement différentes et quelque part complémentaires. Moi, c'est là où j'ai rencontré mes associés aujourd'hui, qui sont à 10 km dans un petit village à Pernes-les-Fontaines. Et pourquoi Avignon? Parce qu'il y avait aussi la spécificité culture, donc avec une connaissance des problématiques et un réseau aussi de décideurs locaux, de décideurs culturels. C'est quand même la Provence et la région PACA, c'est la 2e région touristique en France. Donc il y a un terrain de jeu qui est infini. Ce qu'il faut peut-être mentionner, c'est que la taille du territoire, qui est plus petit, permet, comme le disait Aube, de mettre beaucoup plus facilement les acteurs en phase. C'est-à-dire l'Office de tourisme, la Chambre de commerce et d'industrie, des organisateurs de festivals, ce qui est plus compliqué dans des grosses agglomérations où il y a beaucoup plus d'acteurs, les acteurs sont plus importants. Là, on est sur un territoire qui est à taille, je vais dire, plus humaine, et où c'est beaucoup plus facile de motiver une série d'opérateurs institutionnels ou privés autour de l'accompagnement de start-up. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire, c'est un accueil plus personnalisé où parfois des start-up peuvent être un numéro à Paris en faisant la file pour essayer d'avoir un espace d'expérimentation. À Avignon, le French Tech Culture, le territoire est beaucoup plus raisonnable, je dirais, et les acteurs sont beaucoup plus coalisés, je dirais, autour de l'accompagnement des startups. Donc ça crée certaines facilités par rapport à des grandes villes, par rapport à des grandes métropoles. Alors ici, au cœur du forum Entreprendre dans la culture, on reçoit un certain nombre d'entrepreneurs culturels.
peut-être aussi des futurs entrepreneurs culturels qui assistent aux différents ateliers et tables rondes pour envisager peut-être franchir le cap de l'entrepreneuriat. Quels conseils vous donneriez à ces gens qui hésitent encore à lancer leur aventure? Aube? Avoir envie, être tenace, et puis surtout se faire plaisir. Je crois que entreprendre, c'est aussi un état d'esprit. C'est à un moment donné, c'est quelque part, ça s'impose à vous comme une nécessité parce que voilà, moi j'ai été dans des très grosses structures, j'étais dans des moins grosses structures, mais j'avais cette dynamique-là de créativité, d'entreprendre, d'être compétence, de mettre en œuvre, de faire, de rencontrer des gens très différents. Et je crois que c'est plus une envie, un tempérament que véritablement des compétences, parce que les compétences, ça s'acquiert. On les trouve dans des structures comme The Bridge. Et puis c'est y croire, quoi. C'est juste se dire, c'est ma place ici. Et puis ne pas hésiter à se planter, se dire essayer, itérer, rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré un nombre de bonnes fées, de bons génies autour de moi. Prendre du temps pour rencontrer, être à l'écoute, même des gens très différents qui ne sont pas forcément dans le secteur de la culture. Être curieux et avoir envie de rencontrer, je crois que c'est... Et puis, mener une veille, effectivement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée, tant en France qu'à l'international, ce qui est plus rare en France. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'exemples anglo-saxons. Et j'ai rencontré, et les réseaux sociaux, c'est une vraie opportunité de rencontre de professionnels. Moi, j'ai eu des contacts que j'aurais jamais eu sinon. Voilà, le maire d'une capitale étrangère, le responsable du lab du Met, je les ai rencontrés comme ça. Pascal, parmi tous ces entrepreneurs que vous accompagnez à l'année, est-ce qu'il y a un point commun et un conseil que vous leur donneriez aux futurs entrepreneurs? Mais je dirais entreprendre dans la culture et dans ce qu'on appelle les industries créatives. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de la définition d'industrie créative qui peut être à géométrie variable en fonction des pays, mais je pense que par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est un peu plus difficile parce qu'on est dans un pays où c'est beaucoup plus compliqué pour des investisseurs. À un moment où dans une entreprise on doit lever du capital, on doit lever de l'argent pour se développer, c'est souvent le cas dans 90% des projets entrepreneuriaux. À un moment il faut lever du capital, si le projet est bon, s'il évolue. Et c'est vrai qu'en France il y a toujours un boulet parce que les investisseurs voient toujours, les investisseurs, les business angels, les fonds d'investissement, enfin les différents niveaux d'investissement voient toujours l'entrepreneuriat culturel comme un objet un peu anormal, un objet un peu particulier. Donc ça veut dire qu'il faut être d'autant plus passionné et d'autant plus aimer ce qu'on fait. Donc là je rejoins ce que Aube disait. Je pense que même dans un processus d'accélération, on peut amener de nouvelles idées dans un projet, essayer de le faire évoluer. Mais les porteurs de projet ne doivent adopter que ces idées que s'ils y croient et que s'ils les assimilent. S'ils pensent que ce ne sont pas des bonnes idées ou que ce ne sont pas des idées en relation avec leur projet, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire pour faire plaisir à des mentors ou des coachs qui sont dans l'accélération. Donc il faut toujours être convaincu de ce qu'on fait, être passionné dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça, je pense, que dans un champ qui n'est pas simple, comme celui de l'entrepreneuriat culturel, on peut réussir, on peut gagner. Et on a des très belles réussites en France d'entrepreneuriat culturel, des projets comme Quant, moteur de recherche éthique européen, Monument Tracker, enfin je peux en citer 10 ou 15 qui sont peut-être pas assez médiatisés justement par rapport aux investisseurs. Donc pour moi c'est un élément important, rester sur quelque chose de passionné. On est passionné, on aime ce qu'on fait, on est convaincu par ce qu'on fait. Et puis un deuxième point, tu parlais d'internationalisation, moi je parle déjà d'Europe. Je pense que souvent, les entrepreneurs français, alors à The Bridge, on a certains entrepreneurs étrangers qui sont accélérés chez nous, mais les entrepreneurs français ont souvent une vision franco-française des projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, il faut pouvoir dépasser cette vision franco-française et pouvoir avoir le réflexe de se dire mon projet, il peut aller en Allemagne, il peut aller en Angleterre, il peut aller en Roumanie, il peut aller en Chine. Et ça, c'est souvent un élément qui manque parce que à la fois la France est un grand pays,
Mais c'est un grand pays à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale, c'est un petit pays. C'est devenu un petit pays. Et donc, il faut avoir ce réflexe-là d'avoir une ambition qui dépasse, je dirais, une vision nationale. Ça veut dire le multilinguisme dans les projets, ça veut dire dans les réseaux commerciaux ne pas penser uniquement à un marché national, mais assez vite aller dans ce qu'on appelle en termes techniques un scalability, c'est-à-dire que le projet puisse être copié-collé dans d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose qui manque souvent, je dirais, dans l'entrepreneuriat culturel, en tout cas dans la majorité des projets qu'on a à The Bridge. Alors, prochain défi entrepreneuriaux, en tout cas pour ClickMuse, quelles sont les étapes? L'international, justement? Déjà, c'est de sortir notre V2 cet été, complètement en cross-platform, avec un gros défi technique, puisqu'on est sur complètement multi-écran. L'international, oui, mais il faut savoir y aller, je pense, avec une preuve de concept établie. Et surtout, nous, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est d'avoir une politique très forte d'évaluation du dispositif. Puisque je crois qu'il faut rester humble et l'idée qu'on en a de départ, c'est pas forcément la réception qu'il va en avoir. Donc nous, on s'est attaché vraiment les services d'une université avec un laboratoire indépendant pour véritablement avoir un véritable retour utilisateur. Et une fois qu'on aura, je pense, cette preuve de concept en France, après, on pourra se développer sur des projets européens. Enfin, je pense qu'aller à l'étranger, c'est très bien. D'abord, il faut trouver les partenaires, il faut trouver les ressources. Les marchés ne sont pas les mêmes, les habitudes par rapport au numérique et à la culture ne sont pas les mêmes. Donc avoir déjà une forte preuve de concept en France, avoir une bonne base. Et après, oui, il y a les mots. Moi, j'étais appelée hier par l'ambassade de France de New York qui fait... à New York, qui fait chaque année une accélération pour la découverte du marché américain. Je lui ai dit super, merci, mais cette année, c'est un peu tôt. Oui, pour l'année prochaine. Je pense qu'il faut pas lever les deux pieds à la fois, mais il faut penser qu'à terme, le projet pourra s'exporter. C'est ça, je pense. En fait, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas aller à l'international quand on n'a pas assuré une preuve de concept sur le marché national. Par contre, dès le départ, penser à un projet à l'international, parce que ça peut avoir des tas d'impacts sur le développement d'une plateforme technologique. Bon, on trouve des projets qui ont été développés en monolingue, et si on veut rajouter 2 ou 3 langues, c'est difficile, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est compliqué, ou il faut dépenser quelques dizaines de milliers d'euros. Donc il faut vraiment, dès le départ, penser qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, le projet va pouvoir se déployer à l'international. Et ça, c'est vrai, souvent ça manque, cette vision à terme du développement international, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il faut le faire dans les premiers mois. Ça, c'est évidemment la chose à ne pas faire. Eh bien, c'est sur ces bons conseils qu'on va se quitter. Merci beaucoup Pascal et Aube. Je crois que dans quelques minutes, vous intervenez ici au Forum Entreprendre dans la culture sur une table ronde sur la révolution numérique au service du tourisme culturel. On vous souhaite une bonne table ronde et merci d'avoir été avec nous sur Culture Veille. Merci. Merci.